Voilà, alors quelques mots de présentation de Nathalie. Donc elle a fait une formation en école de commerce à l'ESSEC et elle travaille depuis des années dans un cabinet de conseil stratégique et financier aux entreprises. Et puis elle s'est mise à mi-temps depuis quelques années et donc elle a pu consacrer du temps à la diffusion des idées libérales à travers un blog qui s'appelle le blog de Nathalie MP. Voilà, donc je vous conseille vraiment d'aller le voir. Vous pouvez suivre aussi son actualité sur Twitter et sur Facebook. Et alors, les contrepoints. Alors ces articles sont souvent repris effectivement sur Contrepoint, sur Atlantico aussi. Et donc ce sont des articles très très fouillés, très complets. Souvent on apprend beaucoup et puis en même temps c'est un éclairage libéral sur l'actualité. Il y a beaucoup de sujets d'actualité qui sont abordés avec une enquête souvent assez approfondie et donc il y a parfois aussi des articles d'histoire des idées aussi qui sont passionnants et donc je la remercie d'être venue aujourd'hui nous parler de son sujet que je lui laisse présenter. Mesdames et messieurs, bonjour. Donc je suis Nathalie MP, Damien vous a tout expliqué. Il aurait même pu dire qu'on a écrit 1 ou 2 articles ensemble, il y a même assez longtemps. Voilà, et bien Damien, je te remercie. Je remercie aussi Patrick de Casanova et tous les membres du cercle Frédéric Bastiat de me donner l'occasion ce matin de faire mes premiers pas de conférencière libérale. Voilà. Alors c'est une invitation qui tombait vraiment à pic parce que le thème de cette année, en finir avec l'inflation réglementaire et législative, revenir au droit de propriété, eh bien il entre tout à fait en résonance avec ce que j'ai l'habitude d'écrire dans mon blog. Voilà, et il tombe notamment très en résonance avec ce que je disais à mes lecteurs quand je leur ai présenté mes vœux 2019. Je leur disais, et si, pour la première fois en France depuis plus de 45 ans, un président de la République se mettait effectivement à réduire le poids de l'État dans la vie de ses concitoyens, et si, pour une fois, le fameux « arrêtez d'emmerder les Français » de Pompidou eh bien, devenait un petit peu réalité. Alors, comme vous le voyez dans mon titre, je parle de solutions pour la France. Alors, en réalité, ces solutions de propriété, responsabilité, initiative individuelle, qui s'appuient donc sur le libre jeu du marché et pas sur la contrainte, eh bien, ces solutions, elles sont évidemment universelles. Mais il se trouve que la France n'est pas tout à fait un pays comme les autres. La France, c'est le pays où nous vivons, où nous travaillons, où nous élevons des enfants, où nous pratiquons des loisirs, etc. Eh bien, ce pays, c'est un cas, c'est une exception mondiale, c'est presque une monstruosité mondiale, d'après moi. La France, elle est la championne du monde des prélèvements obligatoires et elle est la championne du monde des dépenses publiques. Alors là, je vous mets 2 tableaux que j'aime bien présenté. C'est pas compliqué de trouver la France, c'est le bâton le plus haut à chaque fois. Ces 2 tableaux, celui-là c'est comparé aux pays de l'UE et là c'est plutôt plusieurs pays de l'OCDE, dont des pays de l'UE. C'est des chiffres 2017, mais rassurez-vous, en 2018 c'est pareil, on a toujours notre première place. Il n'y a pas de souci. Donc la France, elle prélève de façon comme Marlon Brando dont nous parlait le conférencier d'hier soir, elle prélève entre 45 et 46-47% du PIB chaque année en impôts et cotisations sociales et elle dépense 56 à 57% du PIB. Donc ces 2 chiffres, ils suffisent à expliquer aux insoumis et à d'autres que parler de la France comme d'un pays odieusement libéral, eh ben, c'est complètement ridicule. Alors la France, c'est pas exactement un pays soviétique au sens où la propriété privée n'a pas été abolie, mais c'est néanmoins un pays extrêmement administré et extrêmement dirigé. Donc aussi bien par ses dépenses publiques et ses impôts que par son nombre de fonctionnaires et par sa propension délétère à l'inflation législative. On connaît ce schéma, enfin cette photo est connue, on connaît les proportions délirantes qu'a pris le Code du travail
au cours des années. Et en tant que contribuable, on sait aussi à quel point la fiscalité française est complètement kafkaïenne, à tel point que certains inspecteurs des impôts d'ailleurs ne s'y retrouvent pas forcément eux-mêmes. Et la France, toujours dans son côté monstre mondial, eh bien c'est un pays où la fonction publique est sacrée. Je vous ai mis quelques chiffres, je trouve que c'est intéressant de les avoir en tête. On a 5,7 millions de fonctionnaires, toutes fonctions publiques comprises. Le candidat Emmanuel Macron avait fait une minuscule promesse. Il faut voir à quel point c'était minuscule. Il avait promis qu'il baisserait ce nombre de 120 000 personnes. Et il s'était lancé avec ardeur dans l'affaire. C'est-à-dire qu'pour 2018, il pensait enlever 1600 postes. Et puis pour 2019, 4164. Il faut être précis. Ces chiffres, à l'évidence, par rapport à 5,7 millions, ils sont totalement ridicules. Et en plus d'être ridicules, en fait, ils sont totalement abandonnés, puisque cet été, Gérald Darmanin, je vous ai mis là une capture d'écran d'un article du Figaro de juillet, Gérald Darmanin a donc annoncé que l'objectif des 120 000 en moins, c'était terminé. Voilà. Et la France... Je crois que c'est ça encore le pire, si on peut dire. La France, c'est aussi le pays où le ministre de l'économie déclare avec fierté que le capitalisme est dans une impasse. Il a conduit à la destruction des ressources naturelles, à la croissance des inégalités et à la montée des régimes autoritaires. Voilà, pour Bruno Le Maire, il parle du capitalisme, il parle du libre marché, il parle de la libre entreprise, et en fait, il parle exactement de ce qui a permis à des millions et des millions de personnes de sortir de la pauvreté, de la malnutrition, de la maladie. Et pour avoir une idée précise de ce progrès humain formidable que le capitalisme a permis, par exemple, il suffit de savoir qu'en 1990, il y avait 37% de la population mondiale qui vivait sous le seuil de pauvreté. Et en 2015, ce pourcentage de 37% était tombé à 9,6%. Et c'est encore plus formidable quand on sait qu'en 1990, il y avait 5 milliards d'habitants et qu'en 2015, il y en avait 7 milliards. Donc on mesure le progrès, on mesure l'effort que la mondialisation, le libéralisme, la libéralisation des échanges ont permis. Mais évidemment, tout ça, ça n'intéresse pas Bruno Le Maire. Pour lui, le libéralisme, c'est le mal absolu. Un jour sur mon blog, on m'a dit le libéralisme c'est un péché. Je vous laisse juger ça. Donc Bruno Le Maire considère qu'il est indispensable de transformer le capitalisme en un capitalisme du bien. C'est ce qu'il disait dans l'interview qu'il a donnée au Point également cet été, en juillet. Capitalisme du bien. Et c'est ce qu'il s'attache à faire avec acharnement dans sa loi Pacte pour les entreprises, dont peut-être on vous a parlé et peut-être on vous parlera. Voilà. Donc, capitalisme du bien doit être étroitement encadré par les pouvoirs publics. Et qui dit encadré dit inflation législative et réglementaire. Aussi, ce qu'on peut dire, c'est que ce que d'aucuns appellent deuxième gauche, troisième voie, social-démocratie, c'est-à-dire c'est le système dans lequel on vit, en croyant y trouver la solution idéale entre un marxisme pur et dur, qui n'a pas trop fait ses preuves dans l'histoire, et un libéralisme épouvantable, cette troisième voie, elle ne constitue en réalité qu'une différence de degré avec le marxisme, pas du tout une différence de nature. Alors évidemment, dans ce contexte français extrêmement collectiviste, on imagine quelle peut être la divine surprise d'un média très politiquement correct comme Libération, quand il apprend, et c'était en juin, l'article date de juin, qu'une association privée se propose d'acheter des terres pour protéger la nature
et la vie sauvage. Le titre à lui seul est extrêmement révélateur de l'état d'esprit qui prévaut en France, hein, avec ces petits points de suspension après acheter. On comprend que pour le journal, c'est pas tout à fait naturel cette affaire. Hein. Comment le fait d'acheter est donc ni étatisé ni réglementé, comment cette action qui est horriblement marchande, on voit déjà les gros cigares, les dividendes, les actionnaires, les profits, c'est épouvantable. Eh bien, comment cette action typique de marché pourrait déboucher sur quelque chose de bien ? Alors, l'article en question, il était assez succinct. En fait, il disait juste qu'une association qui dit ne recevoir aucune subvention et qui dit se financer uniquement par les dons de particuliers ou de fondations, elle a déjà acheté et elle veut continuer à acheter plusieurs centaines d'hectares de zones naturelles afin de protéger efficacement la biodiversité. Pourquoi ? Eh bien, cette association, elle considère que même s'il existe des zones naturelles publiques, telles que les parcs nationaux, les zones Natura 2000, etc., cette association, elle considère que l'État, eh ben, il ne fait pas son boulot de protection et elle préfère le faire elle-même via son droit de propriété. Voilà. Alors, dire que l'État ne fait pas son boulot, eh ben, je pense que ça ne surprendra personne. D'un côté, l'État français dépense 56 ou 57% du PIB, mais d'un autre côté, on constate qu'on a un chômage qui est très élevé, beaucoup plus élevé que chez nos voisins. On est 4 à 5 points au-dessus des taux de chômage de l'Allemagne, du Royaume-Uni, des Pays-Bas, de la Suisse, enfin des pays qui en fait connaissent actuellement le plein emploi. Donc on est à 8,5%. Et les pays dont je parlais sont plutôt à 3, 5, 4. Notre régalien est négligé, la sécurité des biens des personnes n'est pas super bien assurée. L'enseignement, ça vivote. Ce sont les tests internationaux, PISA et autres, qui nous le disent. L'accès aux soins n'est pas facile. Bon, on a une dette qui se met à atteindre 100% du PIB parce qu'évidemment, on dépense plus que les rentrées fiscales. Et il y a une contestation sociale quand même extrêmement forte en France, et on l'a vu avec les Gilets jaunes récemment. La Cour des comptes, de rapport en rapport, nous montre à quel point l'État est incapable d'assurer ses missions. Certaines missions sont d'ailleurs totalement farfelues. Bref, il y a une incohérence, et c'est cette incohérence qui a amené la célèbre Jacqueline Moureau. Vous vous rappelez de Jacqueline Moureau? C'est cette dame qui, dans une vidéo, a un peu mis le feu aux poudres à la révolte des Gilets jaunes. Elle demandait à M. Macron et à M. Édouard Philippe, mais qu'est-ce que vous faites du pognon ? Eh ben, c'est une question très judicieuse, et derrière cette question, eh ben, surgit une autre question, c'est celle de la pertinence humaine des systèmes étatisés. Et l'expérience nous a donné la réponse depuis longtemps, l'expérience et l'histoire nous ont donné la réponse depuis longtemps. Tout ce qui ressemble de près ou de loin à de la planification ou de la collectivisation des patrimoines et des activités humaines, eh bien, tout ça est par nature privatif de liberté et se transforme rapidement en faillite économique. Je voudrais vous donner 3 exemples. Oui, 3 exemples. Donc, le premier, on va dire, à tout seigneur, tout honneur, au pays de l'ouvrier et de la colcosienne. L'ouvrier et la colcosienne, c'est cette statue monumentale, assez belle, moi je trouve, enfin intéressante, qui chante les louanges de la réussite de la planification, de la collectivisation soviétique, autour du symbole de la faucille et du marteau réunis. Cette statue, elle est de 1937. Bon, mais ça c'est de la propagande, parce qu'en réalité, après la collectivisation des terres, l'abolition de la propriété,
eh bien, il a quand même fallu restituer aux paysans soviétiques des petits lopins pour ne pas complètement faire mourir de faim et de désespoir tout le pays. Donc le résultat, c'est qu'en 1938, donc au moment de la statue, les petits lopins, ils représentaient 3,9% des terres cultivées et 21,5% de la production agricole. Et il faut savoir que c'était des tout petits lopins, enfin ils ne pouvaient pas excéder 4000 mètres carrés, donc ça ne devait pas être une agriculture très mécanisée, très intense, enfin je pense que ce n'était pas d'une grande productivité, n'empêche que c'était immensément plus productif que ce que faisait l'agriculture soviétisée à la même époque. Pour les paysans, en fait, c'est que c'était leur parcelle, ils avaient la liberté d'en disposer à leur guise, de la mettre en valeur, et puis de consommer les produits ou de les vendre. Et donc ça changeait complètement la perspective vis-à-vis de l'agriculture. Bon, on peut citer deux autres exemples. L'exemple des kibboutz israéliens, je passe rapidement, mais ils ont été créés vraiment sur le modèle des kolkhozes, puisqu'ils ont été amenés en Israël par des migrants qui venaient d'Union soviétique. Ils étaient très collectivisés, ils étaient même très égalitaristes, ce qui fait que, par exemple, tous les membres du kibboutz avaient droit exactement aux mêmes rations alimentaires, peu importe le travail fourni, et le directeur du kibboutz était choisi parmi les membres à tour de rôle, ça tournait, on ne s'occupait pas du tout de savoir si la personne avait la compétence pour assurer cette direction. Eh bien, en fait, c'était le cocktail idéal pour attiser des jalousies, des rancœurs, pour démotiver et pour générer de la pénurie. Les kibboutz se sont totalement transformés, il n'y en a plus un qui fonctionne sur ce modèle. En fait, maintenant, c'est des véritables entreprises privées qui sont soucieuses d'utiliser au mieux leurs ressources. Et mon troisième exemple, je voulais absolument le mettre parce qu'en fait il est bien français, c'est les expériences d'autogestion qui ont été tentées dans les années 70. La plus célèbre, c'est celle qui a été tentée chez LIP. Là, c'est un peu sous l'influence de Michel Rocard. Michel Rocard, il croyait beaucoup à l'autogestion. C'est cette fameuse deuxième voie. C'est un peu ce que propose Bruno Le Maire. Et d'ailleurs, parenthèse, c'est assez curieux parce qu'en fait, Michel Rocard, en proposant l'autogestion, il s'inspirait de ce qu'avait fait le maréchal Tito en Yougoslavie. Le maréchal Tito, il avait mis l'autogestion dans la constitution de son pays. Et je ne crois pas qu'on puisse dire que c'était un pays d'un grand démocratisme et d'un grand libéralisme. Et en tout cas, l'expérience a tourné court. Loin de stimuler les initiatives personnelles comme le fait la propriété privée, et ben, l'autogestion décourage les plus entreprenants et puis elle entretient les moins actifs, les moins entreprenants dans un système qu'on pourrait appeler un système de nivellement par le bas. Alors, je voudrais proposer rapidement quatre axes d'analyse théorique de cet échec. Et puis, comme on est réunis là par la grâce de Frédéric Bastiat, par la grâce de ses analyses percutantes et puis surtout d'une telle actualité, eh ben, je vais commencer par Frédéric Bastiat. Alors, Frédéric Bastiat nous disait... Je cite, « La fonction publique, la fonction privée ont toutes deux en vue notre avantage, mais leurs services diffèrent en ceci que nous subissons forcément les uns et agréons volontairement les autres. D'où il suit qu'il n'est pas raisonnable de ne confier à la première que ce que la seconde ne peut absolument pas accomplir. » Donc ça, c'est une phrase qui se trouve dans sa lettre aux électeurs de Saint-Sévère, que j'ai découverte, je ne la connaissais pas, je l'ai découverte en lisant ce que Patrick a publié récemment pour présenter la conférence. Alors, ce d'autant plus que, d'une part, les services publics dépendent entièrement des fins sociales privilégiées par le pouvoir en place. Donc, à nouveau, Bastiat. Par leur nature, les services publics, la loi qui les règle, la force qui les fait prévaloir ne sont jamais neutres. Les services publics agissent pour quelqu'un. Alors, ça va être qui le quelqu'un ? Eh ben, tout le monde se bat pour être le quelqu'un en faveur de qui les services publics vont agir.
Et d'autre part, par élimination de la concurrence c'est ce stimulant qui pousse au progrès, à nouveau je cite Bastiat, eh bien il tombe inéluctablement dans l'immobilisme, voire la faillite. Toujours Bastiat, dans service public, service privé, service public, à mesure donc que des services privés entrent dans la classe des services publics, ils sont frappés, au moins dans une certaine mesure, d'immobilisme et de stérilité, non au préjudice de ceux qui les rendent, parce que leurs appointements ne varient pas, mais au détriment de la communauté tout entière. Donc, à mesure que les services publics s'étendent, non seulement ils agissent contre la prospérité, mais ils rognent sur la propriété privée, ils rognent sur la liberté, ils rognent finalement sur l'esprit de responsabilité de l'être humain. Car, comme le disait Bastiat, toujours dans service public, service privé, et c'est ça que je vous ai mis sur la slide, eh ben, la responsabilité, mais c'est tout pour l'homme, c'est son moteur, son professeur, son rémunérateur et son vengeur. Sans elle, l'homme n'a plus de libre arbitre, il n'est plus perfectible, il n'est plus un être moral, il n'apprend rien, il n'est rien. Il tombe dans l'inertie et ne compte plus que comme une unité dans un troupeau. Eh bien l'homme en fait devient exactement ce que l'économie planifiée, la collectivisation des moyens de production ou même simplement l'économie dirigée et réglementée telle que nous la connaissons en France, ont fait de notre kolkhozien, de notre kibbutznik ou de nos ouvriers friands d'autogestion et de notre multitude de fonctionnaires, d'élus et de politiciens. Alors, conclusion lapidaire de Bastiat, tout ce qui est tombé dans le domaine du fonctionnarisme est à peu près stationnaire. Eh bien, stationnaire, je trouve que c'est encore un propos assez modéré, finalement. Probablement parce que Bastiat, en fait, étant décédé en 1850, il a vécu sa vie adulte sous la monarchie de Juillet, et c'était une période qui était quand même une période assez libérale en France. Et peut-être aussi parce que Bastiat, il n'a pas eu le plaisir d'assister à la mise en application concrète du manifeste du Parti communiste. Ce manifeste, il a été publié en 1948, donc peut-être il en a eu connaissance, mais l'application a démarré avec la révolution d'octobre. Voilà, j'aime beaucoup cette conclusion lapidaire de Bastiat. Pardon ? Alors maintenant, j'aimerais vous présenter trois autres analyses théoriques de cet échec, sans trop m'étendre. Pour Hayek et Rueff, aucune planification consciente ne pourrait parvenir à tenir compte de la multitude de facteurs économiques et humains nécessaires. C'est un peu ce que nous expliquait le conférencier d'hier soir, il en a parlé. Et par contre, à l'inverse, quand le monde devient de plus en plus complexe, Hayek et Rueff montrent que le système libre des prix, c'est la meilleure méthode pour faire remonter les informations pertinentes auprès des acteurs. L'école du choix public, de son côté, elle s'est attachée à mettre en évidence l'inefficacité publique, en montrant que le développement des interventions publiques s'explique non pas par la recherche d'un intérêt général, qui est d'ailleurs absolument introuvable, mais par le désir de certains groupes sociaux, les élus, les fonctionnaires, de conserver postes, mandats, budgets, fonds publics, des budgets de recherche par exemple, pour les enseignants-chercheurs. Voilà, et alors maintenant, dernier axe d'analyse, celui de Milton Friedman. Vous connaissez certainement sa classification, les 4 façons de dépenser de l'argent. On peut dépenser son argent pour soi. Alors là, on sera hyper attentif aussi bien au prix qu'à la qualité. On va rechercher le meilleur qualité-prix. On peut dépenser son argent pour les autres. Alors là, on sera très attentif au prix, mais un peu moins à la qualité. On peut dépenser l'argent de quelqu'un d'autre pour soi. Là,
on ne regardera la qualité et on se fichera pas mal du prix. Et puis, c'est le carré rose, là, qui va nous intéresser. On peut dépenser l'argent des autres pour les autres. Eh bien, c'est exactement le cas dans lequel se trouvent les administrations publiques, quelles qu'elles soient. Et donc, la qualité, grosso modo, elle s'en fiche, et le prix, bah, elle s'en fiche aussi. Donc, cette configuration des organisations publiques, en fait, sont totalement déresponsabilisantes. Et il y a un petit exemple récent dans l'actualité qui l'a parfaitement illustré, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'est l'histoire des faux steaks hachés. Ça vous dit quelque chose? Je ne sais pas si j'ai trop le temps de développer ça, mais enfin, j'ai fait un article là-dessus. L'Union européenne a des fonds pour aider les plus démunis, mais laisse les États se débrouiller, donc chacun reçoit ses fonds. L'État français a reçu, alors c'est le ministère de l'Agriculture ou un organisme du ministère de l'Agriculture a reçu ses fonds, et il a fait des appels d'offres pour acheter des denrées alimentaires, dont des steaks hachés, voilà. Et une fois qu'ils ont eu acheté les steaks, eh ben, ils les ont expédiés à des associations humanitaires qui n'avaient que la charge de les redistribuer auprès des gens dans le besoin qu'elles connaissaient. Et notamment, c'était Restos du Cœur. Les Restos du Cœur ont fini par s'apercevoir que les steaks, ils étaient un peu bizarres. Bon, il s'est avéré qu'il n'y avait pas beaucoup de viande dans le steak, mais disons, ça avait été acheté via des appels d'offres de 90 pages, 100 pages, 150 pages par l'État. Voilà, à partir de l'argent qu'on croirait tomber du ciel, ça venait de l'UE, enfin bon, en fait c'est l'argent des impôts, mais c'est un gâchis absolument total. Alors ça, c'était ma première partie, c'est-à-dire je voulais un peu planter le décor. Et maintenant, je passe aux exemples que je voulais plus spécifiquement aborder. Je vais aborder deux catégories d'exemples. Certains patrimoines culturels et puis après, certains patrimoines naturels. Il se trouve que ce week-end, c'est le week-end du patrimoine, enfin c'est les journées du patrimoine. Alors là, ça fait un petit clin d'œil aux journées du patrimoine. Et puis le deuxième thème, il est en rapport évidemment avec l'écologie, et l'écologie, c'est un sujet d'une actualité très brûlante, et je crois qu'il faut qu'on s'en préoccupe parce qu'on ne va pas pouvoir échapper, à mon avis, à ce qui se prépare. Alors d'abord, certains patrimoines culturels. Je vous avais dit que certaines actions de l'État étaient farfelues. Eh bien, par exemple, l'État fabrique de la vaisselle de luxe en porcelaine. Et les gens qui fabriquent cette vaisselle de luxe, eh bien, ce sont des fonctionnaires. C'est quand même assez étonnant. Je parle de la manufacture de Sèvres. Alors la manufacture de Sèvres, c'est un héritage de l'interventionnisme étatique de Colbert. La manufacture de Sèvres, elle a été créée au XVIIIe. Bon, Colbert c'était 17e, mais enfin dans l'esprit colbertiste, eh bien ça perdure au XXIe siècle, comme on a pu s'en rendre compte l'an dernier quand il était question, vous savez, du renouvellement de la vaisselle d'apparat de l'Élysée. Et c'est là qu'on a appris que la manufacture de Sèvres, elle faisait des choses absolument magnifiques, super précieux, super beau, super indispensable, enfin tout est merveilleux. Et c'est tellement merveilleux que donc cette activité doit être subventionnée à hauteur de 4,4 millions d'euros sur un budget de 7 millions d'euros. Dans le budget de 7 millions d'euros, les recettes de vente des produits, c'est seulement 1,8 million. C'est-à-dire que cette activité travaille totalement à perte. Il n'y a pas une entreprise privée qui pourrait durer longtemps dans ces conditions-là. Et encore, c'est même pire que ça, c'est-à-dire que quand la manufacture de Sèvres a un peu de mal à boucler son budget, eh bien il lui suffit de demander au ministère de la Culture une petite rallonge. C'est d'ailleurs ce qu'elle a fait dans le cadre de la vaisselle de l'Élysée, parce qu'il fallait faire appel à un styliste qui coûtait un peu cher, machin truc. Le ministère de la Culture a allongé la petite enveloppe.
Voilà. Et il y a toujours une bonne raison, et la bonne raison, c'est que vous savez que la France, c'est quand même une exception culturelle. Donc une fois que vous avez dit ça, vous n'avez plus qu'à vous taire. On protège l'exception culturelle. Bon, la question libérale qui vient évidemment, c'est qu'on se demande quel effort de productivité, quel effort de créativité la manufacture de Sèvres pourrait bien faire dans ces conditions, puisqu'elle est toujours assurée de ses financements, elle est toujours assurée de pouvoir combler des petits déficits éventuels. Donc, moi, je suggère, pourquoi ne pas vendre cette activité à un repreneur qui, mis en concurrence, sera ainsi poussé à améliorer sa production sur le plan du design comme sur celui de la fabrication en fonction du marché. Voilà. C'est ça la proposition libérale. Bon, je ne pense pas que ça suscite l'enthousiasme. Un autre exemple qui tombe bien avec les journées du patrimoine. Bon, il semblerait, et là j'ai mis un article qui était paru sur le site France Info en 2018, mais il y en a eu d'autres. Il semblerait que dans les greniers de l'État et dans les inventaires de l'État, c'est le bazar le plus total. Donc, on pouvait lire dans l'article, il arrive que certaines toiles, je parle là donc des réserves des musées, du mobilier, des objets d'art, etc., qu'on trouve un peu partout, que ce soit dans les ministères, dans les musées régionaux, nationaux, dans les préfectures, etc. Il arrive que certaines toiles soient tellement bien cachées dans les combles des musées, mairies, préfectures, ambassades, qu'on finisse par les oublier. La preuve, au musée des Beaux-Arts de Menton, où la conservatrice a fini par retrouver une nature morte d'un peintre tchèque, elle était dans les combles, cachée par d'autres œuvres empilées. Il fallait farfouiller pour la trouver. Et ça, c'est juste un peu du désordre, mais il y a également toute la question du vol, du chapardage. Il y a eu plusieurs affaires qui sont sorties sur une sous-préfète indélicate qui, à sa mutation, a embarqué petits guéridons, jolis petits objets en argenterie, tableaux, etc., comme si dans son déménagement, n'est-ce pas? Voilà. Et j'avais trouvé un article de l'IFRAP, donc qui est un peu ancien, qui date de 2009, mais qui évaluait à 40 000 les disparitions d'objets des réserves de l'État. C'est assez difficile à évaluer parce que, comme je vous disais, les inventaires, c'est n'importe quoi aussi. Voilà. Donc, au total, toutes ces pièces dont je parle, tous ces tableaux, tapis, tous ces tableaux, ça représente 290 000 pièces. Il est probable que sur les 290 000 pièces ne sont pas toutes dignes d'être dans les grands musées nationaux. Mais on pourrait peut-être quand même suggérer à l'État ou aux communes d'en mettre un certain nombre en vente aux enchères, parce qu'il y aurait certainement des amateurs privés qui seraient très intéressés, qui seraient ravis de les avoir chez eux. Alors là, on va vous dire, oui, non, mais après, plus personne pourra les voir. Bah oui, mais sauf que dans la situation actuelle, personne ne les voit, et en plus, ces pièces ne sont pas du tout entretenues, ne sont pas protégées, etc. Donc moi, je pense que ça serait préférable, et d'ailleurs rien n'empêche des associations de se constituer pour ensuite passer au stade du musée privé pour présenter des collections au public. Alors, il y a un autre scandale, toujours dans ce domaine du mobilier national. La Cour des comptes, dans son rapport 2019, a spécialement fait toute une analyse du mobilier national, qui s'appelle d'ailleurs Mobilier national et manufacture nationale des Gobelins, de Beauvais, de la Savonnerie. Héritage également de l'étatisme colbertiste. Bon. Et donc la Cour des comptes considère que cette entité administrative est complètement sclérosée, elle pointe son immobilisme, elle pointe l'absentéisme élevé, un absentéisme élevé en général, et encore plus élevé dès lors qu'on a affaire à des représentants syndicaux. Le temps de travail moyen est de 30 heures par semaine et de 120
à 170 jours par an, alors qu'un salarié du privé est censé travailler 35 heures par semaine et ça correspond à 228 jours par an. Les fonctionnaires bénéficient de dotations habillement, de dotations logement, enfin tout ça c'est le grand méli-mélo, c'est très vague et c'est très large. Donc on en déduit que le mobilier national, il brille par une très faible productivité et par un accomplissement extrêmement médiocre de ses missions. Ses missions, c'est de restaurer le mobilier et de créer du mobilier pour les ambassades, les ministères, les préfectures, etc. etc., etc. Bon. La Cour des comptes, elle pointe aussi les mauvaises conditions de conservation des collections, et aussi bien en matière de sécurité que en matière d'entretien. Bon. Et cerise sur le gâteau, on n'est même pas sûr que les agents du mobilier national travaillent 30 heures par semaine, vu que existe, ça c'est le plus incroyable, le système de la perruque que j'ai découvert. Eh bien, ils peuvent utiliser les locaux, les machines, enfin toute la structure qui existe dans leur administration pour faire des travaux pour leur propre compte. Donc des travaux de restauration, des travaux de création, et qu'ensuite ils vendent sur le marché, n'est-ce pas? Donc, la Cour des comptes, à l'issue de ça, elle fait quelques recommandations, mais je trouve que c'est des recommandations un peu bateau, remotiver les personnels, réorganiser, etc. Moi, je pense que le système de la perruque, il donne une bien meilleure idée, puisqu'ils font des travaux et qu'apparemment il y a une demande sur le marché privé de leurs travaux, prenons-les à leur propre jeu et restituons l'ensemble de ces activités protégées du mobilier national au secteur privé. Là, évidemment, il faudra peut-être qu'ils se battent un peu, mais bon, c'est ça la vie d'entreprise. Voilà, c'était quelques exemples que je voulais citer sur la façon dont l'État s'occupe de du patrimoine culturel. Je passe maintenant à certains cas de patrimoine naturel, donc à l'écologie. Alors, il est un autre domaine où le recours de la propriété au libre marché se révèle extrêmement avantageux pour des objectifs de protection et de mise en valeur souhaités, et c'est celui de l'écologie. Alors, il est d'autant plus important de s'en rendre compte que les activistes environnementaux, enfin du moins en tout cas ceux qu'on entend beaucoup ces temps-ci, Aurélien Barraud, Greta Thunberg, Pablo Servigne, Fred Vargas, enfin tous ces gens-là, non seulement non contents de distiller la peur, parce que c'est vraiment ça qui est à la base de leur discours pour nous entraîner dans leur mouvement, mais non seulement ils agitent le spectre de la fin du monde à brève échéance, mais surtout ils font du capitalisme l'unique coupable du désastre écologique et du réchauffement climatique. Alors, jusqu'à présent, les écologistes, les milieux écologistes, parlaient surtout de l'anthropocène. Anthropocène du grec anthropos, qui veut dire homme. C'est-à-dire que l'anthropocène, c'est un nouveau concept qui caractérise la nouvelle ère géologique, alors pseudo-nouvelle ère géologique dans laquelle serait entrée la Terre du fait de l'impact global significatif des activités humaines sur l'écosystème. Mais aux dernières nouvelles, quand même, certains écologistes très radicaux ont dit oui, non mais anthropocène, ça ne va pas, c'est trop vague, on ne peut pas dire tous les hommes, parce que ça ne tient pas compte de la situation des hommes, ça ne tient pas compte de leur statut, ça ne tient pas compte des classes sociales. L'ouvrier de chez Toyota, le paysan pakistanais, lui, il est victime du capitalisme qui détruit la planète. C'est pas lui qui l'a détruit, la planète, donc on ne peut pas vraiment parler d'anthropocène. Donc on va parler de capitalocène. Donc le capitalocène, c'est ce nouveau concept
qui caractérise une nouvelle ère géologique, donc toujours pseudo-ère géologique, fictive, dans laquelle serait entrée la Terre, du fait de l'impact global significatif, non pas des activités humaines en général, mais du capitalisme en particulier. Et ces gens-là, donc, qui sont à l'origine de ce concept de capitalocène, ils font remonter le début de cette ère à la création de la machine à vapeur par James Watt au 18e, en 1769. Voilà. Donc, on comprend que dans leur esprit, c'est bien la fin du capitalisme qui doit motiver dorénavant toute action écologique et politique digne de ce nom. Eh bien, n'en déplaise à ces prophètes anticapitalistes, l'histoire des bisons d'Amérique au XIXe et des rhinocéros d'Afrique du Sud plus récemment démontre au contraire les hautes capacités de la responsabilité individuelle associée à la propriété privée et au libre marché dans la protection de certaines espèces menacées. Alors, ces exemples, les bisons, les rhinocéros, ils illustrent ce qu'on appelle la tragédie des biens communs. La tragédie des biens communs, c'est une expression qui est apparue dans les années 60 sous la plume d'écologistes, justement. Mais semble-t-il, Aristote avait déjà donné une excellente définition de ce que c'est que la tragédie des biens communs. Je vous cite la définition d'Aristote. Ce qui est commun à tous fait l'objet de moins de soins, car les hommes s'intéressent davantage à ce qui est à eux qu'à ce qu'ils possèdent en commun avec leurs semblables. Alors, sans forcément en passer par la fin pure et dure du capitalisme, l'écologisme étatique qui prévaut actuellement considère qu'il est nécessaire de nationaliser et de réglementer ces biens qui n'appartiennent à personne tout en appartenant à tout le monde afin de les protéger des abus. Donc, chasse autorisée ou non, interdiction du commerce de certains produits comme la corne, l'ivoire, la fourrure, la viande, etc. Mais il s'avère cependant que lorsqu'une demande pour ces produits existe, eh bien, les réglementations administratives, parce qu'elles sont administratives, et donc je vous renvoie à tout ce que j'ai dit avant, et parce qu'elles concernent précisément des biens qui n'appartiennent à personne, échouent à assurer leur mission de protection. C'est ainsi que malgré les réglementations, eh bien, on constate que le braconnage persiste et que les espèces sont effectivement, voient leur population effectivement s'amenuiser. En revanche, dès lors que le commerce de la viande ou de la corne est autorisé, eh bien, il se trouve des propriétaires pour valoriser cette ressource, comme le font tous les éleveurs classiques, troupeaux de vaches, moutons, volailles de Bresse, etc. etc. Qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent des barrières pour empêcher le braconnage, ils marquent les bêtes, et ils assurent la reproduction du cheptel, parce que la vision du propriétaire sur son troupeau, c'est une vision à long terme. Lui, ça ne l'intéresse pas de décimer son troupeau. Contrairement aux braconniers qui s'en fichent. C'est ce qui s'est passé pour les bisons d'Amérique qui avaient bien failli disparaître. Et c'est probablement le sort qui attend les rhinocéros d'Afrique du Sud grâce à l'autorisation du commerce des cornes qui est réintervenue en 2017. Donc habilité à valoriser son troupeau, le propriétaire sera d'autant plus incité à en prendre soin et notamment à effectuer l'extraction de la corne dans les règles de l'art et pas à la va-vite comme font les braconniers. Les braconniers ils ont peur d'être chopés par un garde quelconque, donc souvent ils tuent les animaux et puis après ils scient les cornes. Le propriétaire d'un troupeau de rhinocéros va pas du tout faire comme ça, parce que lui il n'a pas envie d'avoir une bête morte. Inutile de dire que la plupart des ONG de protection de la biodiversité ne sont évidemment pas du tout d'accord à ce type de protection de l'environnement. Je vais continuer, je reviendrai peut-être.
L'histoire des abeilles est tout aussi intéressante. On les croyait vouées à la disparition, donc à cause des pesticides à base de néonicotinoïdes. Bon, il semblerait qu'en fait, au sein d'un ensemble de menaces variées, les abeilles ont plus à craindre, ont surtout à craindre d'un acarien très très féroce qui est connu sous le nom de Varroa destructor. Mais grâce aux efforts des apiculteurs et grâce au vaste marché de la pollinisation, eh bien, nos abeilles sont parvenues à surmonter tous les dangers. Aux États-Unis, en 2016, il y avait 16% de plus de colonies d'abeilles qu'en 2006, quand a commencé le syndrome d'effondrement. Donc, au sujet des abeilles, je recommande un article vraiment très intéressant qui a été publié par le magazine, enfin par le site américain Reason, un site libéral. J'avais traduit cet article pour Contrepoint, donc en fait il est sur Contrepoint aussi. Alors il raconte toutes les stratégies que l'industrie apicole a mises au point pour aider les apiculteurs à reconstituer leurs ruches après l'effondrement hivernal. Donc on peut vraiment dire que pour l'apiculteur, eh ben, c'est un éleveur qui prend soin de son troupeau et que pour lui aussi, l'abeille c'est une vache comme les autres en fait, hein, comme j'avais titré mon autre slide. Alors, les bisons et les abeilles sont des exemples qu'on pourrait qualifier de classiques, notamment parce qu'on dispose depuis très longtemps d'une très grosse littérature à leur sujet. Mais j'aurais tout aussi bien pu vous évoquer des sujets d'actualité, comme les éléphants du Botswana. Le Botswana, récemment, en mai, a levé partiellement l'interdiction de la chasse. Et ça a déclenché évidemment les hurlements de tous les beautiful and famous de la planète. Où j'aurais pu aussi vous parler des pangolins. Je ne connaissais pas du tout les pangolins. Les pangolins, c'est des petits mammifères assez mignons, un gros chien, je dirais. Ils sont recherchés pour leurs écailles et pour leur viande. Et j'ai découvert que le pangolin, c'était l'animal le plus braconné au monde. Parenthèse, pourquoi les cornes de rhinocéros, pourquoi les écailles de pangolin, etc. On en extrait des poudres qui entrent dans la composition de beaucoup de médicaments de la médecine orientale, de la médecine chinoise. Hein, c'est pour ça qu'ils sont très recherchés, et puis ils sont aussi recherchés pour leur viande. Donc il y a une vraie demande sur ces produits. Voilà. J'aurais pu aussi vous parler de la forêt amazonienne, dans la mesure où, là aussi, on se plaint des feux qui sont déclenchés, mais c'est souvent dans des zones en fait, qui n'appartiennent à personne. Je crois que je vais arriver à être à peu près dans les temps. Alors, avant de conclure, j'aimerais théoriser un petit peu sur ce que je viens de dire à propos de l'écologie, un petit peu seulement, hein, parce que le sujet est quand même très très complexe, mais je voudrais aborder la question des externalités. J'ai mis mon titre « Externalités ». Ça dépend. Et je crois que si on ne garde pas à l'esprit que ça dépend, qu'il y a des nuances, on va se planter. Alors, qu'est-ce que c'est une externalité? Eh bien, c'est une conséquence de l'activité économique qui cause un dommage sans compensation, et là on parle d'externalité négative, ou qui produit un bénéfice gratuit à une tierce partie. Et là on parle d'externalité positive. Donc, exemple, les produits chimiques rejetés dans une rivière par une usine vont être une externalité négative, et la pollinisation des cultures par les abeilles, c'est considéré comme une externalité positive. Mais, prenons justement le cas des abeilles. On considère généralement qu'elles pollinisent gratuitement les champs des agriculteurs. Il s'agit donc d'une externalité positive, mais en réalité, tout dépend des circonstances et tout dépend de la façon dont est répartie la valeur. Dans certains cas,
ce sont les producteurs d'amandes. Oui, je parle toujours un petit peu du cas des États-Unis. Les producteurs d'amandes ont besoin de beaucoup d'abeilles. Dans certains cas, ce sont les producteurs d'amandes qui paient les apiculteurs pour qu'ils installent leurs ruches à proximité de leur verger. Et dans d'autres cas, eh bien, ce sont les apiculteurs qui paient pour mettre leurs ruches dans certains champs. Donc, vous voyez, déjà dire que l'abeille, c'est une externalité possible, dans tous les cas, ce n'est pas vrai. On constate une fois de plus que rien ne vaut l'échange et le contrat entre des personnes responsables qui vont s'entendre, qui vont discuter, qui vont parler pour optimiser les ressources. La décision unilatérale administrative qui décide que les abeilles sont une externalité positive, eh bien, passe à côté des nuances de l'activité apiculture, pollinisation. S'agissant des conséquences de l'activité économique qui affectent négativement une tierce partie sans compensation, donc le cas des produits chimiques dans la rivière, eh bien, l'écologisme étatique considère que l'État doit intervenir pour taxer et imposer des réparations. Ce sont les thèses qui ont été développées par un économiste qui est assez connu, Arthur Pigou, et c'est pour ça qu'on parle que ces taxes, on les appelle souvent des taxes pigouviennes. Mais là aussi, ça dépend. Parce que dans de nombreux cas, et là je renvoie aux travaux de l'économiste Ronald Coase, dans de nombreux cas, on pourrait songer à internaliser les externalités. Ça veut dire que le pollueur, devenant propriétaire du domaine qui l'impacte négativement, eh bien son comportement global changerait. Et on pourrait également songer à établir des droits de propriété sur certains biens communs et laisser le régime des contrats entre les parties concernées faire son œuvre, quitte à recourir à l'arbitrage du système judiciaire. Un exemple, en préparant cet exposé, j'avais lu que au Royaume-Uni, le long de la Tamise, il y a énormément de propriétés qui sont des clubs d'aviron. Eh bien, ces clubs d'aviron, parfois, se sont jugés qu'ils étaient négativement impactés par des rejets industriels, etc. Ils ont intenté des procès contre l'industrie en question. En général, ils ont gagné leur procès. Et ça a amené à une transformation des comportements le long de la Tamise. Voilà. Reste la brûlante question des émissions de CO2. Bon, je ne veux pas entrer là-dedans, c'est beaucoup trop compliqué. Mais la question qui se pose, c'est quand même la suivante. Est-ce une externalité négative et qui affecte-t-elle ? En réalité, ces questions se posent pour toutes sortes d'événements. Le chant du coq à 5 h du matin, ça peut être considéré comme une externalité négative entre la ferme et puis les gens qui habitent dans le village à côté. Les odeurs de cuisine d'un restaurant, le bruit d'un outil, etc. Mais avec ces exemples, on voit que quand même le concept d'externalité négative ou positive, il a quand même des marges assez floues. Il peut relever d'un certain arbitraire et dès lors qu'il y a arbitraire, eh bien, ça peut devenir extrêmement politique. Et c'est ce qui fait d'ailleurs que le concept d'externalité est totalement rejeté par les économistes autrichiens, donc Hayek, enfin l'école de Hayek. Voilà, et bien maintenant je vais conclure. Vous verrez dans les petits livrets qu'on devait voir Bastia s'afficher. Je sais pas, là malheureusement ça n'apparaît pas, c'est pas grave. Bien, alors. En filigrane très faible, oui. Oui, je commence à voir. Alors, en fait, solution pour la France ou pas, il me semble important que le public français y prenne conscience de deux choses. D'une part, des profondes lacunes du dirigisme étatique que dans sa grande majorité il vénère, dans la gestion de certains biens communs culturels et naturels, objet de mon intervention, mais pas seulement, dans la rétribution du travail, je crois que Simone Wappler hier elle en a parlé, dans le contrôle des entreprises via la loi Pacte, dans la liberté d'expression, et je crois que Daniel Tour il va vous en parler prochainement, etc. etc. Et d'autre part, prendre conscience des avantages qu'il y aurait à redonner de l'initiative et de la responsabilité individuelle aux citoyens sur ces sujets
à travers la mise en valeur de la propriété privée et le libre jeu du marché, système naturel et spontané porteur de prospérité dont pourtant le public français se méfie beaucoup. Alors évidemment, chacun à titre personnel s'estime parfaitement responsable, parfaitement capable de prendre ses responsabilités et d'agir pour le mieux en toutes circonstances. Ce sont les autres qui posent problème. Les autres ne sont pas responsables, ne réfléchissent pas, ne pensent qu'à eux, ne pensent qu'à leur argent, n'ont pas le sens du collectif, se fichent pas mal de l'intérêt général, etc., etc., etc. Eh bien, dans cette vision où chacun se situe avec satisfaction un peu au-dessus du vulgaire, au-dessus de la mêlée, eh bien, il faut donc contraindre les autres à adopter les canons du bien, du beau, du juste, de celui qui parle, et quand on transpose au champ politique, eh ben, les canons de celui qui est au pouvoir. C'est une vision extrêmement autoritaire, même si c'est au nom du gazouillis des oiseaux, comme veulent le faire croire les écologistes, et au nom d'une nouvelle liberté. Et là, je vais citer Aurélien Barraud. Vous voyez qui c'est Aurélien Barraud? C'est cet astrophysicien à cheveux longs, enfin certainement très doué dans sa matière, hein, qui pense que la fin du monde est assez proche. Et donc, c'est une vision, donc, il a une vision très autoritaire, même si c'est au nom d'une nouvelle liberté qui consiste à avoir un rapport, j'ouvre les guillemets, jouissif, presque orgasmique, fermez les guillemets, à la beauté du monde. C'est ça que nous dit Aurélien Barraud. Il dit oui, on va perdre des libertés, mais vous imaginez un peu tout ce rapport jouissif et orgasmique que vous allez avoir à la nature. Bon, voilà. Bon, ça n'empêche pas que ça reste une vision très autoritaire. Alors, loin de moi l'idée de nier que certaines personnes sont effectivement en position de faiblesse et que d'autres se livrent bel et bien à des atteintes aux biens et aux personnes. Et loin de moi également l'idée de dire que toutes les propriétés privées sont toujours parfaitement entretenues et valorisées. Petite parenthèse, sur ce point, on peut noter quand même que souvent l'abandon d'une propriété ou le désintérêt est consécutif à l'introduction d'une nouvelle réglementation ou d'un nouvel impôt ou d'un blocage d'un loyer ou de je ne sais pas trop quoi qui fait que la motivation pour s'occuper de la propriété disparaît. Mais en tout cas, il est grandement exagéré, il est même parfaitement idéologique d'utiliser ces prétextes minoritaires pour retirer à l'ensemble de la population la faculté d'user de son libre jugement et de faire ses propres choix. Voilà. Donc contre le socialisme, qui encadre tout jusqu'à l'étouffement des responsabilités, des libertés et de la prospérité, eh bien il existe le libéralisme qui permet à chaque personne de mener sa propre recherche du bonheur dans le cadre d'un état de droit qui assure le respect des biens et des personnes. En France, ce n'est pas gagné, mais rien n'interdit d'en parler. Voilà. Alors, j'aurais bien aimé donner le dernier mot à Bastia, mais en fait, moi, j'adore ce paragraphe qui est au tout début de la déclaration d'indépendance des États-Unis. Tous les hommes sont créés égaux, ils sont doués par le Créateur de certains droits inaliénables. Parmi ces droits se trouvent la vie, la liberté, la recherche du bonheur. Voilà. Mesdames et messieurs, je vous remercie de votre attention.